Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne, dédié aujourd'hui aux stratégies de contenu et d'acquisition, ou comment attirer de nouveaux clients de manière intelligente et efficace. Pour nous éclairer sur ce vaste sujet, nous recevons aujourd'hui deux invités, deux spécialistes dans la création de contenu qui fait mouche. Je suis ravi d'accueillir Cathy Rincé, copywriter et content manager, et Bérangère Fastier, dirigeante de l'agence CMS. Bonjour et merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous ? Alors, je m'appelle Cathy, comme tu viens de le souligner. Je suis content manager, c'est-à-dire qu'en fait, je crée des tunnels de vente dans une logique d'inbound marketing, le tout avec une spécialisation dans le SEO, le copywriting. Plus récemment, WordPress, que j'ai rajouté à ma petite collection. Le tout avec une pincée de grosse marketing. Voilà pour ma part, tout ça sous le nom de Plume et Clic. Bérangère Fastier, créatrice de l'agence CMS, je suis brand designer, j'accompagne les entreprises qui veulent créer leur marque et communiquer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et ensemble, nous allons décoder les stratégies qui transforment un simple visiteur en client fidèle. Comment construire une stratégie de contenu solide ? Que se cache-t-il derrière le growth marketing ? Quelles sont les tactiques pour générer des leads sans faire fuir tout le monde ? Asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à partir à l'abordage des générations de leads. Alors tout d'abord, pourquoi une stratégie de contenu est-elle essentielle aujourd'hui ? Je vais commencer. Du coup, je dirais que la stratégie de contenu, elle vous offre plusieurs possibilités de capter, d'attirer des clients potentiels. Ça vous aide aussi à renforcer votre visibilité, votre notoriété, mais aussi c'est un bon moyen d'engager et de fédérer une communauté autour de votre entreprise, de votre marque. Oui, alors c'est complètement ça. Moi, je rajouterais qu'en fait, on est aujourd'hui dans un contexte où l'audience, elle est plus difficile à capter parce qu'en fait, elle a été surchargée d'informations. Et en fait, les choses se sont inversées. C'est-à-dire là où avant, il y avait une logique de on va chercher les leads, les clients. Aujourd'hui, ils ont repris le pouvoir et c'est très bien comme ça. Mais du coup, les personnes aujourd'hui vont chercher elles-mêmes les informations, vu que d'autant plus qu'aujourd'hui, les informations sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Donc, les stratégies de contenu vont permettre de se positionner en fait sur le trajet de la décision en fait du prospect, comme le petit poussé. Donc, la stratégie de contenu en fait permet de poser des petits cailloux et de remonter, et comme ça le prospect remonte le chemin en ayant à chaque fois la bonne information au bon moment. Et on se positionne, du coup, nous, les entreprises, en tant que... alors, je préfère le mot solutionniste qu'expert, parce que voilà, on apporte des solutions à des problèmes. Ok. Alors, par rapport à votre expérience à toutes les deux, quels sont les éléments clés d'une bonne stratégie de contenu ? Les bons éléments d'une stratégie de contenu. Je dirais déjà définir ses objectifs. Je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper important. Savoir en fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut générer des leads ? Est-ce que c'est la visibilité ? Est-ce qu'on veut fidéliser ? Enfin, il y a différents objectifs. Ensuite, ce qui me semble et ce qui est incontournable, c'est identifier et définir sa cible. Puisque, comme le disait Cathy précédemment, l'idée, c'est de bien répondre aux problématiques et aux besoins de ce client à différentes étapes. Donc, ça passe par la connaissance vraiment de sa cible. Sans ça, on va vraiment taper à côté. Je dirais ensuite, après, comment on va le traduire, en fait, pour répondre à leurs problématiques. C'est-à-dire que la charte éditoriale, donc la ligne édito, quel ton on va employer, quels mots on va employer, comment on va leur parler pour créer vraiment une relation avec et une proximité avec cette cible. Et puis, un autre élément aussi qui n'est pas anodin, c'est justement de planifier tout ça autour d'un calendrier et vraiment structurer sur quel canal, comment on va y aller et quel sujet, quelle plateforme. En plus, vraiment pour vraiment synthétiser l'ensemble, en fait. Ça me semble déjà des éléments qui me semblent importants.
Oui, tout à fait. Après, on n'a pas besoin, quand on pense contenu et tunnel de vente, on s'imagine tout de suite des énormes machines, alors que ça peut être tout simple, hein. Ça peut être juste un livre blanc avec une page de vente et puis on récolte l'adresse mail. On parle déjà de tunnel avec juste ces deux éléments-là. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. En fait, ça peut être très, très simple et donner des très bons résultats. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de déployer toute une armada. J'appuie ce que vient de dire Bérangère, dans le sens où, oui, la connaissance de la cible à travers des personas, par exemple, c'est essentiel, en fait. Si on ne connaît pas bien les problématiques et je vais même jusqu'à dire ce qui empêche notre cible de dormir, en fait, parce que c'est vraiment ça, hein, on tape à côté, en fait. Donc c'est essentiel. Et aussi de découper en fait les étapes par lesquelles le prospect va passer pour devenir client et de positionner le bon contenu en face de chaque étape pour pas lui donner des informations qui soient prématurées ou qui ait vraiment les bonnes informations au bon moment. Alors, en parlant de la cible, comment on va créer du contenu qui va résonner avec son public, avec son audience ? En connaissant, c'est ce qu'on vient de dire, hein, en connaissant parfaitement ses problèmes. Il faut pas partir de prérequis. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui vont passer une demi-heure, une heure sur un persona en se disant oui, telle personne, elle pense comme ça, elle a tel problème. En partant un petit peu de choses qu'on imagine. Mais en fait, ces choses qu'on imagine, il va falloir aller les vérifier. Il y a des statistiques, c'est le premier élément avec lequel on peut vérifier. Mais il faut aussi aller parler avec les gens, en fait. Créer des relations avec les gens, parler avec ses prospects, parler avec sa cible, avec ses clients, prendre le temps d'écouter. En fait, il y a énormément d'écoute. À un moment donné, il faut savoir s'autodiscipliner pour arrêter de parler, parce que c'est 90% d'écoute pour 10% de parole, en fait, de notre côté. Alors, je suis complètement d'accord avec Cathy sur le fait qu'il faut aller aussi... faut pas partir d'idées reçues et de croyances, en fait. C'est de se dire, ouais, moi, je pense que mon client, il est là. Enfin, il est peut-être surtout pas là. Et c'est bien d'aller faire un peu sonder le terrain et d'aller sur le terrain. Et là, on peut s'appuyer aussi sur le commerce, et sur les commerciaux qui peuvent aider à remonter des informations du terrain qui sont précieuses, parce que souvent, dans le passé, on omettait aussi la remontée terrain et l'écoute, cette problématique-là, souvent. C'est pour ça qu'il y avait des fois des décalages entre les stratégies marketing et l'opérationnel, en disant, mais non, c'est pas du tout adapté à ma problématique. Donc, je pense que dans la notion d'analyse ou de statistique, oui, on peut s'appuyer sur ça. On peut s'appuyer sur les infos que le client a en base, en fait, en historique client, s'ils ont déjà, comme on verra plus tard, peut-être un CRM, des informations qui sont répertoriées. Mais pourquoi pas faire aussi des interviews de clients pour justement répondre à leurs problématiques. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément exploitées et qui sont une richesse vraiment pour aller creuser ce persona. Parce que si vraiment, ce que disait Cathy, si ce persona il n'est pas bien travaillé, il y a 99% de chances que la stratégie tombe à côté, puisqu'on n'aura pas vraiment répondu au fameux pain point et alors le point de douleur, parce que du coup on a déjà renforcé le pain point, vraiment qu'est-ce qui fait du mal, et on va rester en surface et on va passer à côté, et du coup on aura investi, mais forcément on va avoir une stratégie qui sera tiède, voilà. Ouais. Et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter ? Si vous n'avez pas compris qu'il fallait déjà travailler son personnage, je pense que là vous n'êtes pas au bon endroit. Il faut vraiment pas négliger cette phase-là. Globalement, il y a aussi ce manque de cohérence, parce qu'il va falloir penser à cette cohérence dans vos messages et dans votre communication. Donc ça, c'est hyper important. Ne pas se focaliser uniquement sur son offre. On sait qu'on a une offre ou des choses à vendre, certes, mais les erreurs, c'est souvent de ne penser qu'à vendre et d'être centré sur le produit, là où en fait, ça ne doit pas être la priorité. Il y a aussi cet aspect concurrence, l'analyse de la concurrence qui est essentielle, parce que du coup, certes, il faut quand même se l'approprier, regarder ce qui se passe pour justement être le plus pertinent après dans ce qu'on va déployer. Le fait de ne pas avoir de plan, de savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller, et à quelle récurrence, à quelle régularité. Et puis, j'ai envie de dire, cette notion d'écoute client. Il faut écouter ses clients et les comprendre. Pour moi, ça me semble
primordial, quoi. C'est des choses qu'il faut prendre en compte et dès le début, si on veut vraiment pas faire un chou blanc, enfin, si on va jouer sur les expressions, petit chou blanc, quoi. Et j'ai envie de dire aussi, moi j'aime bien dire qu'il faut pas forcément être toujours sur le même type de format. Alors après, faut pas non plus, c'est pas non plus faire tout et n'importe quoi et tout essayer, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre les formats qui sont les plus appropriés. Mais c'est vrai que d'avoir toujours le même format, ça peut aussi saouler sa cible. Donc c'est bien de montrer aussi ce dynamisme et cette capacité à se renouveler aussi un peu. Voilà ce que je dirais sur les petites erreurs à éviter. Oui, j'en rajouterais une, c'est quand on crée une strate de contenu, on est tout de suite au départ très enthousiaste, on crée plein de contenu, et puis au bout de 3 mois, on voit pas trop de résultats, donc on s'arrête. Et puis voilà, donc ça s'arrête, et puis finalement on va se dire la strate de contenu ça fonctionne pas. Il y a une chose essentielle, c'est la régularité. C'est-à-dire que quand on commence, c'est une stratégie en plus qui est plutôt sur du moyen long terme. Donc les résultats, on les a pas forcément tout de suite, mais la différence entre ceux qui réussissent et les autres, j'ai envie de dire, c'est la persévérance en fait. Donc au début, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais par contre, dès que ça démarre, c'est comme un diesel. Après, il y a une espèce de force d'inertie qui fait que au fur et à mesure, ça, à un moment donné, ça roule même tout seul. Donc régularité, c'est un des points essentiels. C'est une erreur. J'ai même envie de dire, c'est l'erreur la plus courante. On voit des gens qui publient pendant 3 mois et puis d'un coup vont s'arrêter net en se disant ça marche pas. Je suis d'accord avec Cathy. Globalement, sur toute stratégie, c'est en fait la régularité. On essaye plein de choses et puis finalement, le client dit non, je comprends pas, ça fonctionne pas. Oui, mais il faut se donner les moyens que ça fonctionne, il faut se donner du temps. Comme en stratégie de référencement, on sait que ça met naturel, c'est 3 à 6 mois. Là, c'est pareil. Après, l'avantage de cette méthode et de cette strat, c'est que on réajuste tout le temps. Donc en fait, avec le temps, on va pouvoir justement, comme dirait Cathy, itération. Donc c'est vrai, on le test and learn. Donc c'est vraiment là-dedans. Donc c'est vrai, c'est vraiment un avantage aussi, c'est de se dire, faut savoir que tout travail de stratégie, faut se donner du temps. Et c'est là, comme tu l'as dit, persévérance, ténacité, et voilà, il n'y a pas d'échec. On apprend et on réajuste pour aller atteindre les objectifs que l'on souhaite. Et on évolue. Et la stratégie, elle évolue dans le temps aussi. Parce que la problématique du client à l'instant A ne sera pas le même dans l'instant B, parce que à un moment donné, elle va rouler toute seule. Donc, les objectifs vont changer. On va réadapter cette stratégie pour atteindre les nouveaux objectifs. Et on va passer des étapes et on va passer des paliers comme ça. Exactement. Et si je peux rajouter une deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, on voit souvent on va dire cette erreur-là dans les startups. C'est des entrepreneurs, ils vont se dire j'ai une super idée, je vais lancer tel produit ou tel service. Et en fait, au bout de quelques temps, ça fait flop finalement, parce qu'en fait, cette idée, elle peut être très bien, elle peut sembler très bien, mais sauf qu'elle vient résoudre aucun problème. Donc, il faut bien définir le problème qu'on vient résoudre en fait, parce que c'est le point de départ. C'est le point de départ. S'il n'y a pas de problème, les gens ne vont pas chercher de solution. L'humain est fait comme ça. L'humain n'active de ressources, d'énergie et de temps que s'il a un problème à résoudre. Sinon, il reste chez lui dans son canapé. La vraie souffrance, en fait, il faut que ça soit une vraie souffrance. En fait. Sinon, on ne bouge pas. Si j'ai faim, je me bouge pour aller de mon canapé au frigo. Sinon, j'y reste dans mon canapé. Carrément. Alors, l'inbound marketing, qui est plutôt axé sur la création de contenu pour attirer les clients, il est souvent comparé à l'outbound marketing, qui est plus traditionnel. Alors, quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de chaque approche ? Alors, moi, je dirais que déjà, ce sont 2 approches qui peuvent tout à fait être complémentaires. Elles ne s'opposent pas du tout. Enfin, voilà, elles sont pas du tout. Elles sont compatibles. Même souvent dans la plupart des cas, c'est très intéressant de mettre une stratégie de contenu en face de stratégies de prospection plus directes. La différence, c'est que l'inbound va prendre un petit peu de temps
Là où une stratégie d'outbound, on peut la commencer demain et elle peut générer des résultats assez rapidement. Ce qui est un avantage et un inconvénient dans les deux sens, c'est-à-dire que pour l'inbound, oui, ça va prendre du temps, c'est du long terme, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. C'est-à-dire que si je prends 2 semaines de vacances, la machine, elle va continuer à travailler sans moi. Alors que une stratégie d'outbound, une fois que j'ai appuyé sur le bouton stop, ça s'arrête, c'est terminé d'une minute à une autre. Donc c'est une histoire de temporalité, en fait. Alors, je suis d'accord sur la complémentarité. J'ai envie de dire, pour moi, l'une ne va pas sans l'autre aussi, quelque part. Parce que du coup, on ne peut pas faire que de l'inbound et on ne peut pas faire que de l'outbound. L'idée, c'est aussi... Après, ça va être aussi une question d'entreprise, de taille d'entreprise et de problématiques d'objectifs d'entreprise. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas les moyens de mettre en place une grosse... Enfin, on va parler de grosse machine, mais parce qu'on va rester dans le thème. Mais c'est vraiment... l'outbound, on va chercher à faire du masse, du volume. L'inbound, aujourd'hui, on est plus dans du qualitatif, du contenu, et on va aller répondre à un objectif bien particulier. Si on prend l'outbound, donc après l'outbound, les auditeurs vont nous demander, ouais, mais c'est quoi l'outbound ? L'outbound, on parle par exemple de campagnes d'affichage, ça peut être des journaux, ça peut être du SEA, référencement payant. Et là, oui, référencement payant, quand on met la campagne, on a le résultat tout de suite. L'affichage, c'est quand même un peu plus compliqué parce que du coup, il faut prendre c'est aussi des investissements qui sont coûteux. Une campagne d'affichage à la semaine, ça coûte quand même très cher et toutes les entreprises ne sont pas capables d'avoir ces moyens financiers-là. L'avantage aussi de l'inbound, c'est qu'on va avoir, on l'a dit en début d'enregistrement, c'est qu'on va optimiser les coûts. Donc, on va essayer de trouver des leviers qui sont moins onéreux. Et en termes de retour sur investissement, on va pouvoir aussi, on apprend et on réajuste beaucoup plus facilement. C'est vrai que quand on va lancer une campagne, une impression, si on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné parce que le message n'est pas adapté, la campagne, elle est lancée. L'avantage sur tout ce qui va être levier web, on peut réajuster et adapter par rapport à ça. Donc j'ai envie de dire, c'est aussi plus... même s'il faut des outils, et des outils peuvent être des outils mensuels, on peut avoir des coûts, mais les coûts vont être beaucoup plus modérés, puisqu'en fait, on le verra certainement plus tard dans notre entretien, c'est vraiment à la carte en fonction du client. Donc on n'est pas obligé de mettre en place une grosse strate au départ, et ça peut être des choses qui ne sont pas forcément très très onéreux, à partir du moment où on l'a cadré en fonction de ça. Donc j'ai envie de dire, ouais, je pense que c'est plutôt complémentaire et c'est vraiment en fonction pour moi, de l'objectif et de l'objectif du client. C'est vraiment ça qui va faire qu'on va s'orienter, parce qu'on peut très bien commencer par peut-être faire de l'inbound et après aller sur du complémentaire de l'outbound. À partir du moment où on a une régularité, on est bien instauré et que ça roule tout seul, on peut venir introduire d'autres éléments et on va venir à réajuster et essayer peut-être d'autres techniques, en fait. Et ce que j'ai envie de rajouter, ce qu'a l'inbound par rapport à l'outbound. Alors, pour bien resituer, l'inbound, c'est je crée du contenu et c'est le prospect qui vient vers moi, alors que l'outbound, c'est moi qui vais aller chercher le prospect là où il est. Donc, la différence majeure, il y a une notion qui gravite autour de l'inbound, qui est moins côté outbound. On va essayer de bien prononcer parce que l'inbound, voilà. Dans l'inbound, ce qui est très très important, c'est la notion de confiance, en fait. C'est-à-dire qu'à travers le contenu, on va créer une relation avec le prospect et une relation de confiance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le prospect, il commence à connaître la marque, il a plusieurs points de contact avec elle, ce qui crée de la confiance. Ce que l'outbound n'a pas forcément vocation à faire, ou plus difficilement, et ce qui pourtant aujourd'hui est essentiel, en fait, surtout dans les contextes où on évolue aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus méfiants. Voilà, la confiance, la relation de confiance, elle est inévitable, en fait. Moi, j'ajouterais un point supplémentaire aussi, c'est par rapport à cette cible. L'inbound, on est quand même sur une cible qui est un peu plus jeune, et l'outbound, ça reste plutôt les seniors qui sont plus sensibles à de l'affichage. Si les journaux, si on prend notre nounou national, notre Nouvelle République, je veux dire, quel jeune de notre
enfin, va revenir la Nouvelle République. Je pense que, voilà, les encarts... Enfin, je pense qu'il y a des supports qui sont plus adaptés en fonction de la typologie de cible. Donc, c'est pour ça que cette notion de complémentarité, elle vient aussi s'ajouter à ça. Après... Aujourd'hui, on va plus regarder, on va plus se renseigner en ligne plutôt que sur un magazine où voilà, on va plutôt regarder telle marque, comment elle se comporte, comment elle est visible sur les différentes plateformes. Donc c'est vrai que 80% des personnes aujourd'hui vont sur Internet pour se renseigner sur une marque avant un achat. Et c'est pour ça que ça a un peu... les comportements ont complètement changé, sans pour autant en dire... C'est vrai qu'il y a quelques années, on disait de toute façon, le print est mort, il y a le web qui arrive, le print est mort. Non, le print, il est toujours là. Par contre, sa part a évolué, elle vient s'intégrer et s'adapter différemment. C'est là où on est vraiment dans cette notion... Une autre place. Donc, c'est pareil. L'inbound a pris une place. L'outbound reste à une place et elle doit être justement utilisée à bon escient en fonction du besoin du client, en fait. Alors, d'après vos différentes expériences, quels sont les canaux de diffusion à privilégier pour maximiser la portée de son contenu ? Je pense que Cathy sera d'accord avec moi en me disant que c'est à la carte, il n'y a pas de bon... Enfin, c'est vraiment en fonction où se trouve sa cible. D'où l'intérêt de bien travailler ce travail d'analyse en amont. On l'a dit précédemment, il y a l'analyse de la concurrence, il y a ce comportement, ce persona, comment il se comporte, ce dont il a besoin, ses problématiques, c'est quoi ses souffrances, qu'est-ce qu'il attend. Et pour pouvoir lui répondre et dire, voilà, il va être plus sur cette plateforme-là. Et dans ce cas-là, en fonction de ça, on va vraiment réfléchir à quoi il va être sensible, lui, plus qu'un autre. Donc, est-ce que ça va être une newsletter? Est-ce que ça va être un livre blanc? Est-ce que ça va être... voilà, il y a différents... Il n'y a pas de règles, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles. Et on ne va pas vous donner une to-do list à cocher en disant aujourd'hui, il faut faire absolument ça. C'est vraiment au cas par cas. Donc, oui. Voilà. Parce que chaque entreprise, chaque cible évolue dans un écosystème qui lui est propre. Donc, en fait, on ne peut rien faire sans avoir étudié cet écosystème au préalable. Et donc voilà, et mettre la stratégie qui va avec en face. Faut se méfier aussi, j'en profite pour dire qu'il faut un peu se méfier des formules toutes faites, mais c'est ce que tu disais un peu Bérangère, qu'on peut trouver sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, si tu fais pas ça, t'es un loser. Si tu mets ça en place, tu vas gagner, tu vas faire x10 demain. Non, il y a pas de formule magique, ça n'existe pas. Ne la cherchez pas. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment étudier chaque écosystème pour mettre ce qu'il faut en face. Et ça, voilà, c'est vraiment... on le répète depuis le début, mais c'est parce que c'est essentiel, mais en même temps, c'est très peu fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai certains clients qui vont m'appeler et me dire on a besoin de ça. Ok, d'accord, je vais leur dire, mais du coup, vous avez fait vos personas? Ah non. Ah, bon, alors comment tu sais que tu as besoin de ça? Enfin, voilà, on a tendance parfois à faire les choses un peu à l'envers. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à déployer les moyens, parce que c'est là aussi qu'on va optimiser les ressources, en fait. Et être sûr de taper au bon endroit et de ne pas aller non plus tester à des endroits où, si on avait étudié la cible, on aurait su que ce n'était pas la peine d'aller frapper à cette porte-là, en fait. Oui, parce qu'en fait, souvent, on veut des résultats rapides et... voilà. Oui. Exactement, on veut tout de suite, on veut le beurre, l'argent du beurre, mais tout de suite. Enfin, oui, après voilà, c'est là où la complémentarité, elle vient. C'est comme le SEO et le SIA. Souvent, quand on attaque une stratégie de référencement naturel, donc SEO, on vient mettre en parallèle une campagne SIA, donc sur Google Ads, pour pouvoir avoir des résultats rapides en attendant que le SEO puisse démarrer. Et voilà, c'est ce qu'on disait, c'est le diesel et puis l'essence. Donc le diesel va mettre du temps à démarrer, mais une fois qu'il est lancé, il est lancé. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont toujours de bons canaux en fait, pour attirer des nouveaux clients, ou est-ce que ça montre un peu des signes d'essoufflement ou de saturation aujourd'hui ? Moi, je pense les réseaux sociaux ont toujours leur place.
Après, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, enfin juste précédemment avec Cathy, c'est vraiment à la carte, c'est en fonction de quel réseau, pour quelle cible et quel objectif. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des fois des clients qui disent moi je veux être sur telle plateforme, toutes les plateformes, mais à un moment donné, non, il n'est pas pertinent d'être sur toutes les plateformes. Peut-être qu'il est pertinent, peut-être qu'il n'est pas pertinent. C'est que justement, c'est une question d'équilibre et de voir ce qui est le plus en adéquation par rapport aux objectifs du client et surtout par rapport à sa cible, quoi. Je veux dire, si sa cible, elle n'est pas du tout sur Facebook, ça sert à rien de communiquer sur Facebook. Si sa cible, elle est principalement sur YouTube ou sur, par exemple, X maintenant, par exemple, ça peut être aussi sur X parce que c'est beaucoup de l'actualité, des choses comme ça, et ben on va privilégier ce canal-là. Mais il faut arrêter de vouloir être partout. Être partout, c'est être nulle part. Donc, à un moment donné, il faut aussi le remettre en adéquation avec la capacité de l'entreprise à mettre ça en place. Est-ce qu'il y a des équipes en interne qui vont pouvoir le faire? Est-ce qu'il va falloir aussi faire appel à des ressources en externe? Donc, il faut aussi y aller, se donner le temps et de voir les moyens qu'on va y mettre en face et les personnes qu'on va y mettre en face parce qu'il faut tenir sur la durée. Donc, c'est bien gentil d'être sur toutes les plateformes au départ. Si on n'a pas les moyens de durer dans le temps, ça ne sert à rien. Il vaut mieux y aller par étapes et tout doucement et justement voir les résultats et d'adapter et de rajouter au fur et à mesure pour être beaucoup plus efficace et pertinent. Et alors, je rajouterais ce qui vient un petit peu donner cet effet de surcharge des réseaux sociaux, c'est on a l'impression d'avoir du contenu qui finalement nous saoule un peu, quoi. Les vendeurs, un peu de rêve, enfin tout ce type de contenu-là. Il y a certaines personnes qui s'en plaignent et qui du coup créent cet effet de surcharge. Faut pas oublier qu'un algorithme, ça s'éduque. Si vous n'avez pas envie de voir ce contenu-là, vous avez un petit menu, enfin en général sur la plupart des réseaux, mais pas tous. Je clique et je ne veux plus voir ce type de contenu ou je ne veux plus suivre cette personne. Et puis, consommer du contenu qui va vous être utile. Et comme ça, ça s'éduque. Un algorithme, ça s'éduque. Si vous avez du contenu chiant dans votre feed, c'est que finalement, vous n'avez pas assez éduqué votre algorithme. Et un autre chiffre que j'aime bien donner, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur LinkedIn, il me semble, alors je vais annoncer un chiffre pour dire c'est une toute petite part, mais il me semble que c'est 5%, en tout cas moins de 10%, ça c'est sûr, des utilisateurs de LinkedIn qui postent régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange, la majorité des gens qui sont sur LinkedIn n'y sont pas actifs. Ils observent, ils sont là. Donc, ils sont là, ils observent, ils regardent, mais ils ne postent pas. Donc, évidemment qu'il y a une place à prendre. Évidemment, 5%, c'est ridicule. Donc, une surcharge, non, il n'y a pas de surcharge. Tout le monde a sa place, en fait. Il faut juste la prendre et faire partie de ce petit pourcentage actif. Il ne faut pas avoir peur. On a peur au premier poste. Après, ça passe, promis. Alors, comment on équilibre le contenu informatif avec le contenu promotionnel ? Alors moi, j'ai un outil tout simple pour ça. C'est un calendrier éditorial avec une colonne, sur un Google Sheets. Je prépare mon contenu en général longtemps à l'avance, histoire d'avoir toujours un mois d'avance, histoire de ne pas me retrouver le bec dans l'eau du jour au lendemain. Et j'ai une colonne dans ce tableau, dans ce calendrier, objectif de la publication ou objectif du contenu. Et c'est cette colonne-là, en fait, quand je la regarde, elle doit être équilibrée. En général, j'ai 4 objectifs. Ça va être divertir, informer, inspirer ou convaincre. Convaincre, on va être plus dans l'aspect promotionnel. Et en fait, cette colonne-là, elle doit pas être majoritaire cet objectif-là ne doit pas être majoritaire dans ma colonne. Donc voilà, c'est important, comme ça on voit d'un coup d'œil tout de suite si c'est équilibré, si j'ai du contenu à différents objectifs et si le promotionnel ne vient pas tout le reste, exactement. C'est ça. Voilà. Donc, c'est mon petit outil à moi, c'est ma petite astuce, mon petit tip, c'est cadeau, prenez. Le fameux calendrier. Je veux dire, c'est la base. Donc, c'est vrai que le calendrier, c'est la base. Après, j'ai envie de
de dire que pour moi, c'est l'objectif premier, c'est pas de vendre. Enfin, même si on doit vendre, on sait qu'in fine, on veut vendre et si on est là, c'est pour l'objectif, c'est de développer son entreprise, faire sa croissance, développer du chiffre d'affaires, oui. Mais c'est plutôt apporter de la valeur et avec des contenus, justement, avec différents objectifs, comme l'a précisé Cathy, informatif, divertissant, rafraîchissant. C'est vraiment de la valeur ajoutée aussi, c'est de l'expertise pour qu'on soit positionné en tant que légitime expert dans son domaine et à un moment donné la vente se fera aussi derrière. Donc j'ai envie de dire c'est surtout ne pas vendre au premier lieu et c'est surtout la règle. Moi je me dis c'est ce que je dis à mes clients, non mais vendre c'est le dernier maillon, c'est un tiers et encore peut-être même moins qu'un tiers. Ça va se faire parce qu'à un moment donné vous allez instaurer une relation de confiance, de légitimité, il n'y aura pas de débat et on saura qu'à un moment donné forcément si on a besoin de vos services on viendra vous chercher parce que vous avez envoyé un message qui était rassurant, convaincant et valorisant. C'est plus ça, et il faut arrêter de faire un post pour se faire plaisir, faire un post pour faire un post. Oui, c'est bien, mais à un moment donné, on est là pour proposer de la valeur ajoutée, et de montrer son expertise et créer de la confiance et pour instaurer une relation durable. Et ça va créer après de la recommandation et de la préconisation parce que les personnes qui vont vous lire et qui vont voir ce contenu vont dire tiens j'ai vu un tel il a du contenu intéressant et puis du coup ça va faire boule de neige et c'est ça qui va faire l'émulsion et que l'émulsion va prendre en fait. Et il y a un double effet qui se coule en plus avec la strate de contenu, c'est-à-dire que vous pouvez créer de la confiance chez un prospect qui va pas être encore client mais qui va devenir du coup ambassadeur de votre marque sans avoir été client. C'est-à-dire qu'elle connaît votre marque, elle est convaincue, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment pour elle ou pas encore le... Enfin voilà, on va dire que toutes les étoiles sont pas encore alignées, mais par contre elle est convaincue et en discutant avec un autre chef d'entreprise ou avec, voilà, peu importe, en réseau ou ailleurs, dire tiens, la personne va exposer un problème. Et cette personne-là va dire attends, je connais un super mec ou je connais une super marque qui fait ça, etc. Donc ça crée de la recommandation avant même d'être client, quoi. Donc ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Parce qu'en général, on met la recommandation en tout dernier à la fin du tunnel de vente. La recommandation, elle vient en dernier. Alors que là, on peut même avoir ce double effet qui se coule de mettre la recommandation avant même d'avoir été client. Donc là, quand on a atteint ça... C'est le Graal. C'est le Graal. On peut partir à Saint-Barth ou à Dubaï. Tu vas à Dubaï ? Non. Alors, vous nous expliquiez tout à l'heure que la régularité, c'est une des clés les plus importantes. Mais comment, quand on publie aussi régulièrement, on peut rester créatif, on peut rester pertinent dans ses publications ? Alors, moi, pour moi, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est l'authenticité. Non, mais pour faire simple, c'est-à-dire que on l'a dit, on est sursollicité, infobésité, et à un moment donné, on veut de la valeur ajoutée, on veut de la communication qui ait du sens, qui ait de l'émotion, on veut se sentir, entre guillemets, pas un vulgaire pion sur un jeu d'échiquier, ou voilà, on veut qu'on nous raconte quelque chose qui est vraiment... vraiment une relation durable qui s'instaure et une relation de confiance pour qu'on puisse après, si on n'est pas déjà client, qu'on puisse devenir client et après justement recommander et devenir ambassadeur de la marque. Donc j'ai envie de dire, il faut qu'on crée un lien émotionnel, qu'on va se tourner plus vers une marque qui est sincère et qui reflète vraiment des valeurs et qui est vraiment qui surjoue pas en fait, où on sent vraiment que il y a pas c'est vraiment de la transparence. Je pense que ça c'est aussi important. Ça permet aussi de se distinguer par rapport à des autres quand on est dans l'humain, dans l'émotionnel, alors que on a d'autres marques qui sont plutôt factuelles et qui jouent pas cet aspect-là. Je pense que on favorise aussi cet engagement auprès de sa cible. Donc, on va inciter à l'interaction et au relationnel. On va, de fait, instaurer cette relation de confiance que l'on cherche, puisqu'avec l'inbound, on cherche cette relation de confiance, cette relation durable, et qui va être essentielle pour après fidéliser, pour aller à l'étape ultime de la fidélisation, parce que c'est bien de capter, d'attirer et de transformer, mais après, c'est de durer et d'instaurer cette relation et cette fidélisation avec sa cible. Donc moi, je joue la carte de l'authenticité. Je pense que c'est important.
Oui, alors oui, pour être créatif, c'est un vrai challenge, parce que souvent, c'est ça, il faut avoir des idées en continu en fait. Donc, il y a un outil tout simple, c'est le petit carnet de notes qu'on a tout le temps sur soi ou dans son téléphone, peu importe. Ça doit être un outil que chacun puisse s'approprier. Si vous préférez écrire, prenez votre petit carnet de notes ou alors un petit vocal qui retranscrit. Voilà, c'est très bien aussi. Et rester en veille permanente au quotidien en fait. C'est-à-dire que toujours dans votre cerveau, il y a une petite case qui est allumée en disant, voilà, il faut rester en veille. Et dès qu'il y a quelque chose qui fait tilt, il vous dit, ah ouais, tiens, ça ferait bien un post. Oh, boum, je le note. Et en fait, après, ma deuxième petite astuce, ce serait quand il y a une idée qui vous plaît, alors, il ne suffit pas qu'elle vous plaise, il faut aussi surtout qu'elle plaise à votre audience et qu'elle lui parle, qu'elle vienne résonner chez elle. Des fois, on peut la découper en 3, 4, 5 contenus, en fait. Plutôt que de faire une publication ou un contenu sur une idée, la découper en 4-5 micro-idées et hop, tout de suite, au lieu d'un post, j'en ai 5, quoi. Donc après, à voir comment on l'organise dans le temps, si on les met d'affilée, si on en distille un petit peu tous les mois, ça, c'est selon l'idée et comment elle s'articule avec le reste de votre contenu. Mais voilà, ça, c'est un petit tips pour rester créatif. Et puis, oui, voilà, on parle de l'authenticité, on est à l'ère de l'authenticité. Faut quand même faire attention, à force de dire on reste authentique, faut rester authentique, c'est un peu comme ça qu'on ne le devient plus, en fait, j'ai l'impression. Donc, c'est comme la bienveillance. Voilà, c'est des mots qui commencent un petit peu à avoir été un peu trop utilisés. Donc, en fait, juste soyez vous-même. Les autres sont déjà pris. Ouais. Mais voilà, et puis de toute façon, pour rester créatif, il faut s'amuser. Il faut s'amuser en restant, en créant son contenu. Et pour s'amuser, faut être raccord avec ce qu'on est, avec son produit, avec notre audience cible. Quand tout ça est aligné, il y a juste à créer, à kiffer, quoi. Donc ouais, l'authenticité, mais ça y est, c'est embêtant, mais oui, mais c'est tellement ça. Mais voilà, attention quand même de pas se prétendre authentique. Voilà, c'est un peu le piège dans lequel il faudrait pas tomber. Souvent, moi, ce que je dis aux clients, l'idée, c'est pas d'être de surfaire, de vendre quelque chose, de se montrer tel que l'on n'est pas, en fait. L'idée, c'est de se montrer tel qu'on est. Donc, en fait, notre travail, c'est aussi de retranscrire au mieux la personnalité de la marque qui veut communiquer. Après, je rejoins Cathy tout à l'heure qui disait sur la partie des contenus, souvent on est face à des clients qui veulent tout dire tout de suite et souvent ils n'arrivent pas à séquencer. Donc c'est vrai que c'est important de se dire on peut avoir plusieurs contenus qu'on éclate et qu'on va adapter en fonction dans tel support. Et donc, et c'est pas non plus la quantité. On va revenir sur cette idée-là aussi. Être créatif, c'est pas non plus. On peut très bien être créatif sur deux, trois sujets. Et c'est pas forcément un sujet tous les jours. Donc, il y a cette notion de quantité et de qualité. Parce qu'on a bien parlé tout à l'heure que l'inbound, c'est surtout aussi la qualité, du contenu de qualité. Il faut quand même revenir aussi à ça. C'est de la qualité qui parle à sa cible et qui va répondre à sa problématique. Donc, il vaut peut-être mieux en faire moins et être créatif dans la quantité plutôt que de vouloir en faire trop et de saouler et d'être inintéressant, en fait. Et deuxième petit tips, ou troisième, je sais plus, je les compte plus, j'en donne beaucoup, là. Non, mais garde-en sous le coude, Cathy. Le recyclage. Un contenu, c'est pas ça y est, j'ai exploité l'idée, c'est terminé, je peux pas en reparler. Faux. Reprenez votre calendrier éditorial de l'année dernière. Promis, il y a personne qui ira fouiner dans vos posts antérieurs. Vous pouvez très bien réexploiter cette idée avec un nouvel angle, avec un an de décalage. Voilà. Vous la traiterez pas de la même manière un an après, c'est sûr, parce que le contexte est différent. Donc vous pouvez même vous contredire. En disant, il y a un an, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, j'ai appris que tac, 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 parce que... Enfin, voilà, c'est pas interdit. Donc, n'hésitez pas à recycler vos contenus. Et puis, c'est pareil, 5-6 articles de blog, 10 articles de blog, ça peut faire un très joli livre blanc.
Donc, n'hésitez pas à créer votre contenu à partir de ce que vous avez déjà fait. C'est pas la peine d'être de réinventer en permanence. Enfin, je veux dire, une fois que vous avez écrémé tout le sujet, à un moment donné, on se dit, je fais quoi maintenant ? Non, le recyclage, ça peut être une très bonne façon de rester créatif. Ouais, je suis OK sur le recyclage. Après, il faut le recycler, comme tu l'as dit, sur la partie l'anglais différemment. Parce qu'on voit quand même passer beaucoup de choses. L'anglais ER, pas IS. Ouais. C'est ça. N'écrivez pas vos contenus en français en anglais. Non, ça fonctionne pas bien. Mais c'est vrai, l'anglais différemment. Alors après, par contre, faut pas prendre aussi sa cible. Voilà, il y a des contenus qui passent où des fois ils sont juste remis tel quel quelques mois suivants. Non, faut bien le retravailler. Faut bien l'anglais différemment pour répondre à notre problématique et peut-être s'autocritiquer. C'est vrai que ça c'est hyper important. Mais on n'invente pas la roue. Vous avez le droit de pas être cohérent dans le temps. C'est-à-dire que ce qui est vrai à un instant T peut ne plus l'être 1 an ou 2 ans après. Et c'est pas un problème tant que vous l'argumentez, que vous donnez les raisons, que vous expliquez. En fait, on veut de l'analyse. Donc, analysez-le. Les gens, c'est toujours intéressant d'avoir une analyse. Il y a 2 ans, j'ai écrit ça, mais en fait, aujourd'hui, il s'est passé ça. Je trouve qu'en fait, ce que j'ai dit à l'époque n'est plus vrai aujourd'hui pour telle raison. Donc, voilà, ça, c'est toujours intéressant d'avoir des analyses. Factuel. Il faut rester factuel. Oui, puis personne n'est cohérent sur un gros laps de temps. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de souci de changer d'avis, de le dire, d'expliquer. Personne ne vous en voudra, au contraire. Alors, j'ai une dernière question. Comment vous mesurez le succès d'une stratégie de contenu, justement ? Avec les fameux KPI, les indicateurs de performance. Parce que souvent, on entend parler KPI. Il faut quand même expliquer, c'est des analyses ça nous permet de mesurer et de piloter et suivre l'évolution des contenus, des actions qui sont mis en place. Donc, ça peut être sur le site internet, on va aller mesurer votre trafic, on va aller regarder le nombre de visiteurs, par exemple. Ça va être le temps qu'on reste sur les pages, sur les contenus, sur le blog. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires, des interactions ? Ça nous permet d'avoir des éléments. On a le taux d'engagement, on a aussi les interactions de cette cible avec votre contenu. Comme je le disais, ça peut être du partage, du commentaire, voilà, le taux de conversion qui va être le pourcentage de vos visiteurs qui ont effectué un achat spécifique. Donc ça peut être ou alors qui ont cliqué, le taux de clic. Enfin, il y a plein d'éléments qui nous permet. Il y a, comme dirait Cathy, parce qu'elle maîtrise bien le référencement, c'est son petit dada aussi. Donc il y a tout ce SEO ranking. Donc comment vous vous positionnez aussi. C'est-à-dire que toute cette stratégie que vous aurez mis pour voir si votre position du site elle évolue dans les moteurs. Donc voilà, il y a encore plein d'autres facteurs. Donc je vais laisser la main à Cathy qui va vous donner d'autres éléments aussi. Oui, alors après l'idée, c'est pas forcément de faire une liste exhaustive. Mais pour montrer qu'il y a plein d'éléments. Non, mais voilà, en fonction du contenu et du canal qu'on utilise, effectivement, il y a des indicateurs de performance. Faut absolument en fait les repérer en avance, c'est-à-dire avant de créer du contenu, il faut savoir pourquoi vous le faites et surtout ce qui va montrer que ce contenu atteint son objectif ou pas. Pour ça, l'idéal, ça reste d'avoir un outil CRM, du coup, qui vient recenser tous les points d'interaction, les points de contact avec les prospects. Et ce qu'il y a de génial aujourd'hui avec le digital qu'on n'avait pas avant dans le marketing traditionnel, c'est toute la partie tracking, en fait. Donc, on peut suivre en fait le prospect, le chemin qu'il prend, le contenu qu'il a regardé, combien de temps il a regardé. Donc ça, c'est idéal parce que pour le coup, le test and learn, il prend tout son sens. C'est-à-dire qu'en permanence, je peux analyser et dire, OK, donc ça, telle action, je pensais que ça allait avoir tel effet, ça n'a pas l'effet escompté, j'abandonne. Je laisse, on va essayer autre chose. On essaye autre chose. Ah ouais, ça cartonne un peu plus, donc OK, j'appuie sur telle pédale. Donc en fait, ça permet de réajuster en permanence et d'optimiser en permanence, ce qui est quand même formidable. Je veux dire, en termes d'investissement des moyens, je veux dire, on perd plus d'argent dans une campagne d'affichage où on se dit, on peut aujourd'hui tester sur un échantillon et puis se dire, OK, ça fonctionne, faire de l'A/B testing. Donc j'envoie une version A à un échantillon, j'envoie une version B à un autre échantillon, je vois lequel performe le plus. Alors il faut pas beaucoup changer de choses, il faut vraiment changer un paramètre. Par exemple, sur un email, on change juste l'objet.
Et hop, d'un objet à un autre, je vais voir que j'ai plus de taux d'ouverture sur la version A, et j'envoie ma version A à l'ensemble de ma base de données ou à mon segment quand j'ai segmenté ma base de données. Mais voilà, pour mesurer aujourd'hui le digital, c'est juste du bonheur, quoi. Donc du coup, voilà, on peut scorer les leads, c'est-à-dire en fonction des actions, au fur et à mesure, on voit que tel prospect, au fur et à mesure de ses actions, il a un nombre de points qui lui est alloué, et à partir de tel point, je sais qu'il est ultra qualifié, hop, boum, je le bascule chez les commerciaux. Et du coup, tout est fluidifié comme ça. Alors c'est dans l'idéal, on sait toujours que les équipes marketing et les équipes de commerce, voilà, justement, c'est tout l'enjeu d'essayer de fluidifier le flux. Et ça, le lead scoring, ça peut être un outil quand même formidable pour ça, quoi. Moi, je pense que oui, c'est la stratégie qui est la culture du résultat. On est vraiment là pour avoir du résultat. Ouais. Et on a les moyens de suivre. Et de coller vraiment à notre prospect du début jusqu'à la fin et de voir ses comportements et sa réaction et comment il évolue dans son tunnel pour pouvoir à un moment donné, comme dit Cathy, si ça bug, de comprendre pourquoi ça a bugué là et de retravailler les prochaines campagnes pour justement que ça passe ce tunnel et passer à l'étape supérieure. Donc c'est vraiment c'est là où il faut rassurer l'audience et nos auditeurs, c'est quelque part s'engager dans une stratégie de contenu, c'est s'engager aussi dans un retour sur investissement et dans une culture du résultat. C'est un investissement parce que en fait, sauf si on l'internalise ou on l'externalise, donc certes, ça a un coût, on va optimiser, on va rationaliser, mais on est capable de mettre des métriques, des analyses qui vont nous permettre de voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas et de pouvoir réajuster et d'adapter son budget par rapport à ça. Donc moi, je pense que c'est vraiment... c'est l'idéal et il ne faut pas la sous-estimer, cette stratégie. C'est qu'à aujourd'hui, il faut qu'elle soit bien maîtrisée et encadrée pour atteindre vraiment les bons objectifs et qu'elle vienne s'inscrire dans sa stratégie globale de communication parce qu'il y a cette notion, il y a le contenu qui va travailler sur différents leviers et à côté de ça, il y a d'autres éléments à prendre en compte pour justement être mieux visible et globalement travailler l'image globale de la marque en fait. Voilà, faut pas oublier, on sait combien on investit et on sait combien ça rapporte. On a le ROI, voilà, c'est pas le contenu. On a toujours tendance à se dire oui, voilà, ça va augmenter ma notoriété, machin, je peux pas trop le mesurer. Non. Une stratégie de contenu, c'est axé aussi conversion. On sait combien ça coûte, on sait combien ça rapporte, quoi. Ça reste du business, c'est pas de la création de contenu. Je suis influenceuse, voilà. Non, ça reste du business. C'est là pour l'objectif, c'est de ramener des clients. Faut pas oublier. C'est limpide. Et je préciserai aussi, c'est que ça ne s'adresse pas qu'à des grosses entreprises. On peut aussi sur des plus petites et moyennes entreprises. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dédramatiser ça. En fait, on va rentrer dans une grosse machine, quelque chose de lourd, qui avec des investissements. On l'a dit au fil de nos échanges, que c'est à la carte. Donc, c'est vraiment de trouver les meilleurs leviers, les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs du client. Donc, au contraire, c'est justement d'accompagner les marques et les entreprises pour grandir et évoluer et après passer des étapes. Donc, que vous soyez une petite entreprise, n'ayez pas peur justement de vous lancer dans cette démarche-là. Justement, elle va être structurante, elle va être cohérente aussi pour votre communication et elle va vous permettre de vous différencier et de prendre cette place et de maîtriser votre place et votre réputation et votre image globale aussi par rapport à ça. Donc, je pense que elle est sous-estimée, et pourtant, à tort, elle est hyper efficace et hyper utile. Et en fait, c'est le bon moyen de maîtriser ses dépenses aussi et de voir ce qu'on investit. Si j'investis 1 euro, combien ça m'a rapporté. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous et ce n'est pas réservé qu'aux grands. Et ce sera le mot de la fin, car nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cette émission. À vous qui nous écoutez, un grand merci de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet passionnant. Merci infiniment à Cathy et Bérengère. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir et de vous écouter. On se retrouve très très vite pour la suite et la fin de cet épisode.